Nous sommes le 6 juin 1944. Durant la nuit, la compagnie E, dite de la Easy Company du 2e bataillon du 506e PIR, Parachute Infantry Regiment, est larguée en Normandie au-dessus de Cotentin. Durant cette journée, ils vont souffrir, mais aussi accomplir de grandes choses. Et quelquefois, la réalité va même dépasser la fiction. Cependant, il faudra attendre les années 90 pour que leur exploit ressorte, car à la sortie de la guerre, à part les médailles, ils ne seront pas pris au sérieux. Nous allons donc analyser les faits et les exagérations de l'épisode 2 de Band of Brothers, Day of Days, et les replacer dans leur contexte historique. J'imagine que la plupart d'entre vous ont découvert l'histoire de la Easy Company au travers de la série Band of Brothers de Steven Spielberg. La série de 10 épisodes fut une très grande réussite et permet de nous plonger au cœur de l'histoire des hommes de la Easy Company. La série est elle-même basée sur le livre de Stephen E. Ambrose, Band of Brothers, en français Frères d'armes. Tout d'abord, je tiens à préciser que cet épisode va porter une part de subjectivité personnelle, car je ne suis aucunement historien mais un simple passionné souhaitant partager sa passion. Ensuite, cette vidéo n'a pas pour but de juger le travail des historiens, le récit de Stephen Ambrose ou la réalisation de Steven Spielberg. Il sert simplement à remettre en perspective chaque partie. Cet épisode devait être intégré dans les anecdotes de ma vidéo sur l'attaque du manoir de Brécourt. Mais ayant trop à dire, j'en ai fait un épisode à part. À titre personnel, je trouve que la série apporte une vraie valeur ajoutée et nous permet de vivre l'expérience au plus proche et une certaine vue des simples soldats troufions de base, à la différence de beaucoup de reportages ou de films plus épiques. Par exemple, Le jour le plus long. Le livre de Stephen E. Ambrose est basé sur les témoignages qu'il a récoltés au début des années 90 au travers de l'association des anciens combattants de la Easy Company. Il était impressionné car ses membres étaient très soudés et cela malgré plus de 40 ans passés après les faits. Il a interrogé les membres encore en vie et a compilé leurs récits dans son livre. Le livre est en sorte une mythe de faits vécus par ceux qui ont fait la Easy Company. Malgré cela, le livre est critiqué par les historiens, car certains des faits ont clairement été enjolivés et ne sont pas exacts si l'on fait les recoupements historiques. Cependant, Steven Spielberg s'est basé sur le livre et ses témoignages pour faire l'histoire de sa série, ce qui apporte une part émotionnelle non négligeable alors que le sujet est assez grave avec la guerre et les différents morts réels. Spielberg a aussi utilisé des astuces cinématographiques pour renforcer ce côté émotion, et cela a très bien fonctionné. Mais voilà, la série est-elle fidèle au récit réel de l'attaque ? L'action commence dans les avions qui emportent les membres de la Easy Company. Et dès le début, c'est le grand spectacle de la DCA allemande, les avions américains qui explosent, des parachutistes qui sautent pendant que leur avion explose en vol. Bon, disons clairement, cette scène est plus proche des films à grand spectacle et donc un peu n'importe quoi concernant l'opération Albany, soit le parachutage de la 101e Airborne. Même s'ils sont passés à l'ouest du Cotentin pour revenir à l'est et faire les parachutages, les avions de la 101e ont été les premiers à passer la zone antiaérienne de la côte ouest. Et ainsi des avions sont passés sans trop de problèmes la zone protégée par la DCA allemande. Ce qui a perdu les avions, c'est que les Pathfinder n'ont pas pu mettre les zones de parachutage en place et que seuls les avions de tête des formations avaient le système télémétrique. Le mauvais temps, le vent, le plafond bas des nuages ont fait que les avions se sont perdus et éparpillés. Pour le reste, le parachutage a été assez calme. Sauf que l'altitude de saut était très basse, 150 mètres pour certains avions, et donc il y a eu de nombreuses blessures à l'atterrissage. Mais ils ont quand même sauté. Ainsi, le largage du lieutenant Winters se passe mal, car son sac contenant armes et munitions se détache lors du saut et se perd dans le noir. Winters ne sera pas le seul à perdre son sac de dotation. De nombreux soldats le perdront car les fixations ne tenaient pas le choc de l'ouverture du parachute. Winters fera, comme dans la série, une grosse partie de son périple armé seulement de son couteau. Dès le départ, on fait du soldat Halls de la Able Company le suivant de Winters, sachant que Halls va mourir durant l'assaut. Ce point est clairement la patte de Steven Spielberg, que ce soit dans les rapports de bataille et même dans les témoignages du livre, le soldat Halls n'était pas présent durant la marche ni durant le premier assaut sur la batterie de Brécourt. La marche et le rassemblement des hommes de la 101e se fait petit à petit dans le noir. L'embuscade sur une patrouille allemande apparaît dans le livre mais n'est pas détaillée comme dans l'épisode. Et l'arrivée à Le Grand Chemin en fait un rassemblement des centaines d'hommes avec différentes compagnies. Cela permet de placer le lieutenant Spears et l'anecdote où Spears abat de sang-froid des prisonniers allemands. Le dialogue entre le soldat Burton Christensen et le soldat allemand venant des USA est inventé de toutes pièces. Il n'y a aucun témoignage en ce sens dans le livre.
Encore une approche émotionnelle car l'Allemand sera battu ensuite, soi-disant par Spears quelques minutes plus tard. Le village de Le Grand Chemin deviendra un QG temporaire de la 101e avant la prise de Sainte-Marie-du-Mont au milieu de l'après-midi. Cependant, quand Winters arrive avant 8 heures, il est quasi seul avec sa troupe. C'est pour cela que son commando est réduit à une dizaine d'hommes et que les renforts arriveront dans un second temps venant de multiples compagnies. Dans la série, Winters ne fait pas de reconnaissance du terrain pour préparer son assaut. Et pourtant, il est capable de faire le plan précis de la batterie. Le début de l'attaque montre un échange de tirs violents entre le poste de MG42 et le groupe de Winters. Même si Winters a dû abattre un Allemand qui faisait une patrouille, le groupe de Buck Compton a neutralisé le poste de MG42 avant que celle-ci ne tire. C'est pour cela que les autres MG42 n'ont pas réagi à temps, laissant à Winters et à son groupe le temps d'arriver dans la tranchée. L'épisode du soldat Wins blessé à la fesse est réel. En tout cas, le premier point de différence, c'est le temps mis pour neutraliser les 4 canons allemands. Dans l'épisode, c'est haletant et très rapide et prend à peine 15 minutes. Alors que dans la réalité, ils ont mis plus de 2 heures de combat pour y arriver. Lorsque l'on voit les Allemands de l'autre côté du champ faire feu sur la Easy Company, ce ne sont pas des MG42. C'est bien dommage car ils en parlent plusieurs fois dans la préparation de l'assaut et ensuite après l'assaut. Mais voilà, les MG42 ont un potentiel de balayer rapidement le champ et d'obliger les hommes à baisser la tête comme indiqué dans le rapport de mission. Durant l'assaut, on voit les soldats pas trop gênés par cela. L'épisode du sergent Malarkey qui court dans le champ pour aller voir si un des soldats tués a un Luger sur lui et revenir sans avoir été blessé. Cet événement est raconté par Malarkey dans le livre de Stephen Ambrose et dans son livre mémoire. Pour Malarkey, il pense que les Allemands l'ont pris pour un infirmier lorsqu'il court vers les morts allemands. C'est pour cela qu'ils n'ont pas tiré tout de suite sur lui. À Brécourt, ce n'est pas un Luger que l'Allemand avait sur lui. Dommage. Pour l'anecdote, il rentrera de la guerre avec quand même 3 Luger. L'attaque initiale est presque comme dans la réalité à quelques points changés. Dans le premier mouvement, tout est là, sauf le premier Allemand qui fait sa patrouille et se fait abattre par Winters. Quand les Allemands fuient, c'est le soldat Loren qui rate ses tirs et non le sergent Garnery qui lui réussit ses tirs. Le lancer de grenade du lieutenant Buck Compton est très fugace, il faut connaître l'histoire pour le voir. Le Lipton Tree, lui, est bien représenté avec la vue dégagée sur la batterie numéro 1. L'épisode du caporal Joe Toy et sa survie miraculeuse après avoir reçu 2 grenades. Dans la série, l'une des grenades est une maladresse de Buck Compton, c'est un petit effet comique. Dans la réalité, ce sont les Allemands qui ont lancé les 2 grenades. L'épisode de Winters et de la mitrailleuse dans la tranchée est présent. Le manque de munitions évoqué est bien annoncé dès le poste numéro 2. La mort de Halls qui a lieu durant l'assaut du poste numéro 3 est dans la série une mort solitaire, et c'est Winters qui en fait la découverte. La carte des positions d'artillerie allemande est trouvée dans le poste numéro 3 et donc dans le poste numéro 2. La mort du soldat Hills est évoquée durant sa progression en rampant d'une balle dans la tête. Ce fait vient des rapports et n'est pas repris dans le témoignage des membres de la compagnie. La destruction des canons avec le TNT et les grenades allemandes est réelle, car les détonateurs sont en position du sergent Lipton Carwood. Ce qui ajoutera un effet comique quand Lipton Carwood vient à chaque poste proposer du TNT qu'il tient dans sa poche haute de son treillis. La Dog Company et le lieutenant Spears chargent bien à découvert le canon numéro 4, mais avant, ils entrent dans la tranchée puis en ressortent. Ce qui fait que Buck Compton fait un commentaire désobligeant sur la méthode disons directe et tête brûlée de Spears. Dans mon épisode sur l'assaut du manoir de Brécourt, la charge des hommes de Spears se fait à découvert mais directement sur le poste numéro 4, ce qui permet au petit groupe de prendre de flanc le poste avec seulement un blessé et la mort de Hook abattu par les MG42. Mais il est vrai que l'assaut à découvert est une méthode de Spears qu'il refera ensuite plusieurs fois, dont la plus célèbre dans les Ardennes. À part ces différences minimes, tout y est, même la retraite avec d'abord les mitrailleuses puis la troupe. Cependant, ici, pas de prisonniers emmenés avec les hommes. Le dernier point est que la relation Winters-Hall est encore mise en avant quand Winters dit avoir perdu un homme aujourd'hui, alors que l'assaut a eu en réalité 4 morts et 2 blessés. Quand j'ai vu cet épisode pour la première fois il y a 25 ans, j'ai vraiment été impressionné et il a forgé une certaine passion pour cette série. La série Band of Brothers a été un grand succès de par son réalisme et l'histoire de ses hommes. On voit quand même les petites pattes de Steven Spielberg pour rendre les épisodes plus émotionnels. Ici, dans l'épisode Day of Death, c'est la mort de Halls qui est mise en avant avec sa relation avec le lieutenant Winters. Cela est aussi pour renforcer le rôle de Winters vis-à-vis du lieutenant Sobel que l'on voit écarté dans l'épisode numéro 1. Dans cet épisode, le lieutenant Spears est aussi mis en avant comme l'antithèse de Winters, une sorte de part plus sombre de la 101e Airborne. Dans la réalité, Spears n'a jamais démenti mais non plus affirmé qu'il avait abattu ses Allemands capturés au matin du 6 juin. Les rumeurs à ce sujet lui suffisaient pour construire de lui un avatar d'officier à ne pas embêter.
J'espère que cet épisode vous a donné envie de revoir tous les 10 épisodes de la série sur la Easy Company. Si vous avez des questions sur les livres qui m'ont permis de faire cette vidéo, vous les trouverez en description de cette vidéo. Si vous aimez ce format dédié au cinéma et séries, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille. La bataille de Normandie ne fait que commencer.